Depuis la première fois où ils se sont réunis autour d'un feu, les hommes ont toujours aimé raconter des histoires. Des récits sur les choses étranges et fabuleuses qui se cachent dans les ténèbres insondables. Des contes peuplés de créatures divines et de bêtes démoniaques, de dieux et de rois, de mythes et de monstres. Des forêts impénétrables aux sommets enneigés, des étendues désertiques aux mers battues par les vents. Il n'est pas un lieu sur Terre qui n'ait ses propres légendes. Des histoires de héros et des méchants qu'ils doivent affronter. Des histoires de contrées sauvages et des dangers qu'elles renferment. Des histoires de bataille, d'amour, d'ordre et de chaos. Mais quelles sont les origines de ces contes fantastiques et pourquoi se sont-ils transmis jusqu'à nous? Dans cette série, nous allons explorer les faits historiques derrière ces légendes et révéler les influences occultes qui les ont nourries. Les guerres et les maladies, les bouleversements religieux et sociaux, la férocité indomptable de la nature et surtout, les monstres tapis au fond de nous. Durant la majeure partie de son existence, l'espèce humaine a été constituée de chasseurs-cueilleurs, sans cesse en déplacement pour tirer sa subsistance de la nourriture qu'ils trouvaient dans la nature. Tout a changé il y a environ 10 000 ans, lorsqu'ils ont fondé leur première colonie permanente et commencé à cultiver la terre et à domestiquer des animaux. La révolution agricole avait débuté. Les colonies se sont étendues, des villages se sont développés, puis des villes, des nations et des empires. Mais il ne suffisait pas de vivre ensemble pour former une communauté. Il fallait des traditions et des croyances partagées, des histoires partagées. C'est par les histoires qu'on définissait les frontières d'une communauté, qu'on mettait ses règles à l'épreuve et qu'on affrontait le changement. Toutes les sociétés qui vivent une période de changement rapide ont besoin de mythes auxquels se raccrocher. Certains remettent en cause les normes sociales et nous incitent à le faire. C'est un meilleur moyen de faire respecter ces normes que les histoires qui disent simplement « c'est la règle, voilà ce que vous devez faire ». Il faut les considérer comme des véhicules narratifs pour ce qui est important dans la société. C'est la meilleure façon de les appréhender. De nombreux mythes présentent des héros et des héroïnes qui s'interrogent sur la conduite à venir, et ainsi une norme est définie. Un mythe ne devient un mythe que s'il est partagé. Nous sommes une communauté de lecteurs de la Bible, nous partageons une croyance en ces histoires. Les mythes créent donc des communautés, ils nous unissent. Les sociétés vivent en état de tension. Les besoins et les désirs de tous ne peuvent jamais être satisfaits en même temps. Un équilibre doit être trouvé. Les histoires que nous échangeons nous permettent de débattre de cet équilibre. Les lois du royaume étaient claires. Et le prince Roswell les avait enfreintes. Il avait désobéi au roi son père. 3 nobles étaient enfermés dans le donjon depuis des années. Le roi leur reprochait un crime qu'ils n'avaient pas commis. Mais Roswell n'était pas comme son père. Il avait honte de l'injustice qui leur était faite.
Il devait faire quelque chose. Roswell fit sortir les nobles du donjon. Ils passèrent devant les gardes et empruntèrent les passages dérobés du château pour gagner la liberté. Le roi découvrit rapidement qui était responsable de l'évasion des prisonniers. Le bon geste de Roswell allait lui coûter cher. Le roi bannit son fils, le condamnant à l'exil pour toujours. Après tout, la loi était la loi. Il est rassurant de penser que nous maîtrisons notre destinée. La cruauté aveugle du monde semble parfois trop lourde à supporter. Les histoires offrent un répit, le bien est récompensé, le mal est puni, et chacun a ce qu'il mérite. Dans les légendes, même les catastrophes n'arrivent pas sans raison. Les fleuves du centre de l'Allemagne serpentent à travers champs et collines avant d'atteindre la mer lointaine. Depuis des siècles, ces cours d'eau transportent voyageurs et marchandises d'un bout à l'autre du pays et, grâce au commerce, des bourgades prospères se sont développées sur leurs rives. L'une d'elles s'appelait Hamelin. Hamelin était un grand centre d'expédition de céréales sur la rivière Weser. De grandes quantités de blé arrivaient, étaient moulues, puis repartaient. C'était une de ces villes relativement récentes en passe de devenir très importante. Comme dans toutes les villes allemandes de l'époque, il y avait une structure sociale, une classe de burgers, ce que nous appelons la bourgeoisie, c'est-à-dire des citoyens du bourg. La cité était dirigée par les guildes plutôt que par la noblesse. On peut voir là l'ébauche de ce qui allait devenir une ville moderne. Mais Hamelin doit surtout sa célébrité aux joueurs de flûte, l'un des contes les plus connus des frères Grimm. C'est une ville florissante, dont les habitants vivent heureux dans leurs maisons de pierre grise. Jusqu'au jour où une infestation de rats les plonge dans le malheur. Une sombre nuée de rongeurs envahit les granges et les réserves, grignote le bois et dévore les tissus. Malgré tous leurs efforts, les gens ne parviennent pas à se débarrasser du fléau. Le salut semble venir d'un mystérieux joueur de flûte. Sa musique magique attire les rats dans la rivière. Mais quand le bourgmestre refuse de lui payer son dû, l'étranger jure de se venger. Il revient en ville et joue à nouveau son air. Mais cette fois, ce sont les enfants qui l'ensorcellent. Ils le suivent jusqu'à une grotte dans la montagne et depuis lors, nul n'a plus jamais entendu parler d'eux, ni du musicien. Mais la réalité dépasse la légende. En 1384, la chronique de Hamelin rapporte qu'un siècle s'est écoulé depuis que les enfants ont quitté la ville. Il est bien arrivé quelque chose. Mais quoi? Cette date précise suggère que le conte tire sa source de la réalité. Ensuite, on a extrapolé sur ce qui s'est passé. Par déduction, et selon toute probabilité, son origine remonte à une crise sociale et culturelle. C'est à ça que servent les histoires. Elles sont là pour résoudre la crise. De quel genre de crise s'agissait-il? On l'ignore, mais on peut spéculer. Certains avancent qu'une épidémie ou une famine aurait frappé Hamelin. Le joueur de flûte symboliserait la mort qui a emporté les enfants. D'autres rattachent le conte aux épidémies de danse de Saint-Guy de l'Europe médiévale. Cette curieuse manie voit des milliers de personnes danser frénétiquement jusqu'à s'écrouler d'épuisement. Selon une théorie plus convaincante, la légende du joueur de flûte est une histoire de migration.
Les enfants de Hamelin sont en fait des citoyens qui quittent la ville en masse à la fin du XIIIe siècle. À l'époque, des recruteurs sillonnent l'Europe centrale en quête de colons pour les terres situées plus à l'est. Ils offrent des primes aux candidats au départ. Des milliers de personnes acceptent. Des terres immenses restaient en friche à l'est de l'Europe. Et les propriétaires cherchaient des gens pour les mettre en valeur. Ça pourrait donc effectivement être une histoire d'immigration. On retrouve l'étymologie de Hamelin dans certains noms. Il est possible que 100 ou 150 jeunes aient quitté la ville et que l'origine du conte vienne de cette grande division de la population. Les frères Grimm ont écrit leur version du conte au XIXe siècle. Mais il a été maintes fois raconté et re-raconté depuis le Moyen-Âge. Et il a évolué au cours du temps. Quand des gens vivent dans des villes surpeuplées, on voit un changement dans le genre d'histoire qui circule. Au départ, il n'y a pas de rat dans le conte. Même l'idée de la transaction est plus tardive. Et lorsqu'arrive le 19e siècle, le récit se fait beaucoup plus sentimental. Un garçon estropié ou aveugle, selon la version, se laisse distancer par ses camarades et la montagne se referme avant qu'il les rejoigne. C'est un merveilleux exemple de la façon dont les mythes accompagnent l'évolution de la société. Le joueur de flûte parle de transgression des normes sociales. Ce ne sont pas les hasards malheureux de la maladie ou de la guerre qui privent Hamelin de ses jeunes garçons, mais les actions de ses habitants. Ils ont rompu leur accord avec l'étranger. Leur avarice et leur malhonnêteté sont responsables de la disparition des enfants. En des temps marqués par la guerre, la famine et la maladie, la légende véhicule une idée de maîtrise qui doit être rassurante. Ne faites pas l'erreur de Hamelin, obéissez aux règles de la société et la catastrophe peut être évitée. Le prince Roswal ne partit pas seul en exil. Il était accompagné par un intendant qui servait fidèlement la famille depuis de nombreuses années. Après une longue marche en terrain difficile, Roswal proposa de faire halte près d'un ruisseau. Un coup brutal le fit tomber et le rendit inconscient. L'intendant ricana au-dessus de lui. Il y avait longtemps qu'il entretenait de la rancune contre ses maîtres. Il y avait longtemps qu'il dissimulait ses intentions. Les parents de Roswal avaient donné suffisamment d'argent à leur fils pour qu'il tienne son rang. Le méchant intendant lui vola tout. Il revêtit les habits de Roswal et s'en fut avec la fortune et le nom du prince. Le pauvre jeune homme fut laissé pour mort. Tous ceux qui enfreignent la loi ne sont pas aussi antipathiques que l'intendant malveillant de Roswal. L'archétype du bandit au grand cœur fait partie de toutes les cultures du monde. C'est certes un brigand, il viole la loi du royaume, mais uniquement dans un but plus élevé. En se rebellant contre l'ordre social avec tous ses défauts et ses inégalités, il apporte la promesse d'un monde plus juste. Au cœur de la forêt anglaise, un fuyard tente d'échapper à la loi. Il est connu des rois dans leur château et aimé des paysans dans leurs champs. Il possède de nombreuses identités. C'est une canaille, un soldat, un rebelle, un seigneur. Il s'appelle Robin des Bois. Depuis sa naissance au XIVe siècle,
la légende de Robin a acquis une célébrité et une longévité inégalée. Son histoire nous est familière. Robin vit dans les bois avec ses joyeux compagnons. Il bafoue l'autorité arbitraire du shérif de Nottingham et vole les riches pour donner aux pauvres. Mais cette familiarité masque l'évolution de sa légende, car la société a changé au cours des siècles et Robin des Bois avec elle. Qu'est-ce qui définit une autorité arbitraire? Quel principe justifie qu'on se rebelle contre elle? Nos réponses varient sans fin. Dans les premières ballades et les premières pièces, Robin n'est pas un chevalier qui connaît des temps difficiles, ni un noble injustement privé de ses droits. C'est un homme du peuple, un fermier, à peine plus qu'un paysan. Robin des Bois, c'est l'histoire des gens ordinaires en lutte contre l'autorité. Robin est la connexion qui permet de la défier. Il exprime quelque chose sur l'homme du peuple, le fermier, l'archer doté de capacités que les nantis comprennent mal. Robin des Bois est plus malin. Il tire mieux et se défend mieux que ceux qui se croient supérieurs parce qu'ils tiennent des livres de comptes et se servent d'un abaque. D'une certaine manière, c'est son rôle. Il est là pour ça. Les histoires sur Robin se propagent oralement dans la population. Et à l'époque, un héros n'est pas négligeable. La mort noire et d'autres pestes ravagent l'Angleterre du XIVe siècle. Les guerres civiles suivent. Des millions de personnes sont tuées ou déplacées. L'insolence et l'intelligence de Robin offrent de rares victoires à l'homme du commun. Mais il ne va pas lui appartenir longtemps. En 1510, le roi Henri VIII en personne joue le hors-la-loi lors d'un spectacle à la cour. Les riches et puissants eux-mêmes ne résistent donc pas au charisme de Robin. L'Angleterre devient protestante au XVIe siècle. La réforme religieuse entraîne la refonte des histoires de Robin des Bois. Très vite, il ne lutte plus seulement contre le shérif de Nottingham, mais également contre les prêtres catholiques corrompus. Sous le règne d'Élisabeth Ier, toutefois, les autorités commencent à s'inquiéter. Le légendaire homme du peuple devient trop populaire. Robin des Bois menace leur pouvoir. Des mesures sont prises pour interdire la diffusion des histoires. Si Robin veut survivre, il va devoir changer une fois de plus. Son sauveur est le dramaturge élisabétain Anthony Munday. Il transforme le fermier hors-la-loi en comte de Huntingdon, un noble déchu. La cible de Robin des Bois change d'objet. Dans l'œuvre de Munday, le hors-la-loi n'est en conflit qu'avec l'autorité corrompue. À présent, membre de la noblesse et loyal serviteur du vrai roi, il devient le représentant de l'autorité légitime. Et chaque fois qu'il défie les dirigeants de son monde fictif, il renforce les structures de la société élisabéthaine. La prochaine grande mutation a lieu au XIXe siècle. À l'époque, on se passionne pour le Moyen-Âge. Ça s'appelle le médiévalisme et ça prend différentes formes. William Morris tente de reconstituer les intérieurs et l'aspect des livres médiévaux, par exemple. Tennyson compose des poèmes sur le roi Arthur, les idylles du roi et le morte d'Arthur. Robin des Bois s'inscrit dans cette tendance. Des gens comme Walter Scott réécrivent la légende pour la faire cadrer avec l'idée que le XIXe siècle se faisait du Moyen-Âge. Robin devient un personnage littéraire populaire et dès lors, tout le monde adore ce héros romantique. Son charme fait craquer les femmes. Les hommes l'apprécient. C'est un vrai monarchiste, facteur très important dans l'Empire britannique en expansion. L'époque est à l'urbanisation, à l'industrie et à la construction de l'Empire. Les histoires de Robin des Bois mêlent la nostalgie d'un Moyen-Âge plus simple
au nationalisme musclé de l'ère victorienne. Le 19e siècle voit la popularité de Robin s'étendre bien au-delà de l'Angleterre et au 20e, elle atteint Hollywood. Depuis ses premières apparitions dans les films muets, ses aventures sur grand écran se sont multipliées. Les représentations changent de décennie en décennie, mais elles soulignent toujours des sujets d'actualité. Dans les années 1920, c'est l'isolationnisme américain. 10 ans plus tard, c'est la dépression et le New Deal de Roosevelt. Dans les années 50, la reconstruction de la Grande-Bretagne d'après-guerre sert de toile de fond implicite. Dans les années 70, on perçoit le déclin du pays. Les années 90 montrent un Robin plus international, avec des alliés d'origine et de croyances différentes. Et nous continuons à revisiter et à remanier l'histoire année après année, en fonction de l'époque, car le temps semble ne pas avoir de prise sur la séduction de Robin. Il y a quelque chose de terriblement attirant chez un hors-la-loi qui vit dans la forêt. C'est l'idée d'un monde où on n'a pas besoin de travailler, mais où on possède toutes sortes de talents, au sein d'une nature presque édénique. On aime les mauvais garçons. Ce qui nous attire dans la légende de Robin des Bois, c'est que c'est un voyou au cœur d'or. C'est un trait extrêmement séduisant chez lui. Son identité, ses ennemis et les questions qu'il nous pose évoluent à chaque aventure cinématographique. Robin des Bois représente à la fois une longue tradition rassurante et un rebelle furieusement contemporain. Cette double identité est au cœur de sa longévité. C'est par son évolution constante qu'il maintient son emprise sur notre imagination. Après des semaines d'errance, Roswell, épuisé, parvint devant une ville. Derrière de solides remparts s'élevaient des maisons de pierre et au-delà, au cœur de la cité, les tours d'une puissante forteresse brillaient au soleil. Roswell admira les larges rues et les marchés animés. Mais la plus grande merveille restait à venir. Il l'aperçut dans la cour du palais et fut subjugué. C'était la plus belle jeune fille qu'il avait jamais vue. Il rassembla son courage pour lui parler, mais à peine avait-il échangé quelques mots qu'un appel strident retentit. « Princesse Liliane, venez immédiatement, votre père souhaite vous parler. » La princesse obéit à contre-cœur. Roswell la suivit longtemps du regard. « Elle n'est pas faite pour les gens comme nous, » se moqua un passant. « Il paraît qu'elle doit épouser un grand prince. » Comme on pouvait s'y attendre, le promis de Liliane arriva au château quelques jours plus tard. Roswell s'était mêlé à la foule devant les portes. À la vue du prince, il se figea. C'était nul autre que le perfide intendant qui lui avait dérobé sa fortune et son nom. C'était lui que sa bien-aimée allait épouser. On a du mal à accepter les brusques revers de fortune comme ceux du pauvre Roswell. Les sociétés ne s'en tirent guère mieux. Il est toujours difficile d'arbitrer les demandes contradictoires des citoyens, mais si une crise éclate brutalement, cela peut devenir impossible. Un choc de ce genre survient au XVIe siècle. En 1517, le moine allemand Martin Luther s'élève contre les enseignements de l'Église catholique. Il déclenche une révolution religieuse. La réforme est en marche. L'Europe se divise comme jamais auparavant. Familles, villages et nations se déchirent entre catholiques et protestants. Les guerres de religion ravagent le continent.
La guerre de 30 ans au siècle suivant est la plus sanglante. Le conflit fait près de 8 millions de victimes. C'est l'un des plus longs et des plus meurtriers de l'histoire européenne. Il débute dans le Saint-Empire, une mosaïque de petits royaumes et de principautés minuscules. Tous ces États se sont trouvés mêlés à une prodigieuse guerre de succession. Catholiques et protestants se battaient pour la couronne d'un de ces petits royaumes, et ils ont tous fini par s'impliquer. Ça a commencé en 1618 et fait boule de neige. La guerre a totalement dévasté l'Allemagne, qui a servi de théâtre des opérations pour toute l'Europe. On voyait souvent l'ennemi arriver au galop dans un village et tuer tous les habitants. Je dis bien tous. Cette expérience cauchemardesque était devenue habituelle. Elle a dû modifier les mentalités. Au nord de la Bavière, la ville de Bamberg participe au conflit. Elle se niche au confluent de deux rivières, à 65 km en aval de Nuremberg. Elle a grandi à l'ombre d'une forteresse montagnarde, mais abrite en son sein une église. Une cathédrale à 4 tours domine les toits et le catholicisme régit la vie quotidienne. Au début du XVIIe siècle, Bamberg était une ville typique du sud de l'Allemagne, de la Bavière. La religion catholique romaine y était profondément ancrée. C'était une principauté épiscopale, et tous les princes-évêques qui se sont succédés à sa tête étaient farouchement opposés à la propagation du protestantisme. Bamberg luttait contre la culture protestante récemment établie et la menace pressante qu'elle faisait peser. En 1623, Johann Georg von Dornheim devient prince-évêque de Bamberg. Ce jésuite profondément dévoué à l'Église catholique ne pense qu'à combattre la religion réformée. C'était un personnage très brutal, même selon les critères de l'époque. Il a employé tout son pouvoir de prince-évêque pour pratiquer une chasse aux sorcières des plus rigoureuses. La chasse aux sorcières n'est pas une nouveauté à Bamberg. Plusieurs de ses prédécesseurs s'y sont livrés. Mais von Dornheim atteint de nouveaux sommets de férocité. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le Hexenbrenner, le brûleur de sorcières. Des centaines de personnes sont accusées, jugées et exécutées. En 1627, von Dornheim ordonne la construction de la Maison des sorcières, une prison spéciale qui comprend 28 cellules et salles de torture. C'est là qu'il obtient des confessions. Ils employaient une large gamme de supplices pour forcer les gens à avouer. Un suspect avait réussi à faire parvenir une lettre à sa fille, et ce qu'il écrit est terriblement triste. Il explique ce qu'on lui a fait, pourquoi il a été contraint de donner des noms et de trahir des gens, même s'il ne disait pas la vérité. C'était l'éventail habituel des tortures médiévales, les poussettes, les brodequins, les strapades, qui provoquent une douleur atroce, mais qui défigurent et estropient également. Rien ne protège d'une accusation, ni l'âge, ni le rang. Le maire et sa femme figurent parmi les condamnés à mort. Georg Hahn, un éminent médecin de la ville, s'élève contre les procès. L'évêque le prend immédiatement pour cible. Anne, sa femme, son fils et ses 2 filles sont livrés aux flammes du bûcher.
Les sorcières font partie de la mythologie et du folklore européen depuis des milliers d'années. Mais elles n'ont jamais été confinées à la sécurité de l'imaginaire. Beaucoup croient aux sorcières et les accusent des épreuves de leur vie quotidienne. Toutes les sociétés entretiennent au moins un reste de croyance en la sorcellerie. Ce n'est pas récent. Ce n'est pas apparu brusquement au XVIIe siècle. Ce qui s'est passé, et c'est important, c'est qu'au XVe, XVIe et XVIIe siècle, on s'est mis à poursuivre tous ceux qu'on soupçonnait de sorcellerie. À l'époque des procès de Bamberg, les tribunaux séculiers traitaient ces affaires très sérieusement et les punissaient de la peine de mort. Les principes théologiques et légaux des procès de sorcières sont énoncés dans un livre publié à la fin du XVe siècle. Le Malleus Maleficarum, ou marteau des sorcières, définit la sorcellerie comme un pacte avec le diable et expose des moyens de combattre ce fléau supposé. Cependant, la chasse aux sorcières ne se limite pas à l'Allemagne. Des procès similaires se tiennent dans toute l'Europe. Protestants aussi bien que catholiques, tous y prennent part. Dans un petit village suédois, plus de 70 personnes sont décapitées en un seul jour. Des centaines d'autres sont tuées en Écosse, et l'Inquisition espagnole en met des milliers en accusation. L'Europe est en pleine croisade morale. Mais qu'est-ce qui pousse une société tout entière à des actes aussi barbares ? L'Europe du Moyen-Âge jouit de longs étés et d'hivers cléments depuis des centaines d'années. Les récoltes sont abondantes et les semences ne souffrent pas du gel. Mais cette période de douceur s'achève. Au XVIe siècle, le froid s'installe. Les rivières gèlent. La neige s'attarde jusqu'au printemps et les mauvaises récoltes se succèdent. La famine était générale. Des mois de pluie détruisaient les récoltes et évidemment, il n'y avait pas d'ONG pour empêcher les gens de mourir de faim dans les villages. Tout ce qu'ils savaient du climat se révélait faux. Ils étaient très perturbés. Ils pensaient que quelque chose provoquait ces intempéries. On a toujours du mal à croire que la nature peut être aussi changeante. Si on fait une mauvaise récolte une année, puis une autre, on se dit que ce n'est pas normal. Et quand une chose ne semble pas naturelle, la conscience collective cherche une cause surnaturelle. Cette conscience collective a certainement joué un grand rôle dans la violence généralisée de la chasse aux sorcières. L'intervention suédoise dans la guerre de 30 ans met un terme au procès de Bamberg. Le roi Gustave Adolphe envahit l'Allemagne pour défendre le protestantisme. En février 1632, ses troupes approchent de la ville. L'évêque von Dornheim s'enfuit et les derniers prisonniers de la maison des sorcières sont libérés. On leur ordonne de garder le silence sur les tortures qu'ils ont subies. Les procès de Bamberg sont le terrible exemple de ce qui peut arriver lorsque la société se retourne contre elle-même, lorsqu'elle cherche les saboteurs et les ennemis de l'intérieur, lorsqu'elle se lance dans une chasse aux sorcières. Au XIXe siècle, la Grande-Bretagne se transforme. La machine à vapeur bouleverse la donne.
Des chemins de fer traversent la campagne. Des cheminées percent le ciel. Le rugissement d'engins aux dents métalliques retentit dans l'air. Et une fumée noire voile les cieux. La révolution industrielle hisse la Grande-Bretagne au rang de superpuissance. Elle remodèle le paysage et change à jamais la vie de la population. Si cette nouvelle ère crée une prospérité sans précédent et des conditions améliorées, même pour les plus pauvres, elle bouleverse les modes de vie traditionnels. D'anciens métiers disparaissent. Les gens migrent par milliers vers les villes. Les usines et les ateliers ont transformé les villes qui sont devenues sombres et crasseuses. Nous aurions trouvé les journées de travail très longues. La sirène appelait les ouvriers à 7 heures du matin et ils ne sortaient pas avant 18 heures. Quand une nouvelle communauté se forme, il faut inventer des mythes et des légendes qui permettent à ses membres de tenir et de s'identifier à leur environnement. Les gens qui vivent dans les bas quartiers imaginent des histoires sur le lieu où ils se trouvent. Ils essaient d'intégrer dans leur mythologie ce paysage lugubre d'épaisses fumées, de brouillard, de bâtiments crasseux et d'enfants affamés pour mieux le supporter. Ils ont perdu les repères du petit village où tout le monde se connaissait. La révolution industrielle a bouleversé les structures traditionnelles, mais elle en a créé d'autres. Et c'est durant la transition entre les anciennes et les nouvelles qu'on voit émerger de nouveaux mythes et légendes. Les premières rumeurs commencent à circuler à l'automne 1837. Une bête monstrueuse rôde dans les villages du sud de Londres. Elle ressemble à un grand taureau ou à un ours blanc. La chose a attaqué plusieurs personnes et elle s'en prend de préférence aux femmes. À mesure que les bruits se rapprochent du cœur de la City, l'étrange créature change de forme. Elle devient plus humaine et d'autant plus effrayante. La mystérieuse entité porte une armure et des gants terminés par de longues griffes. Elle frappe la nuit avant de s'échapper en bondissant au-dessus des toits. Début 1838, les autorités ne peuvent plus ignorer le phénomène. Le 8 janvier, Sir John Cowan, le maire de la City, parle publiquement d'une lettre envoyée par un résident du sud de Londres. Celui-ci l'informe de l'étrange apparition et de la terreur grandissante des habitants. Mais le maire traite l'affaire par le mépris. Ces attaques sont des inventions ou de mauvaises farces. Le Times publie les propos de Sir John le lendemain. Le monstre fait un bond de géant, cette fois dans l'imagination populaire. Et il ne tarde pas à recevoir un nom, Jack Talon à ressort. C'est le moment où on voit les médias s'emparer de la légende et commencer à la nourrir. Terrible événement à quelque part, grande indignation, les unes habituelles. Mais il y avait aussi beaucoup de brochures, des sortes de petits livres de poche que des colporteurs vendaient dans tout le pays. Jack est issu du modèle des romans à 4 sous, une littérature délibérément produite pour, et dans une certaine mesure, par les jeunes des classes moyennes, qui veulent autre chose que de la littérature, qui aiment les histoires palpitantes et terrifiantes. L'idée que quelque chose vous saute dessus, c'est comme le moment où on sursaute dans un film d'horreur. C'était captivant, ils aimaient avoir peur. Jack Talon à ressort est un mélange d'ancien et de moderne. Si son personnage évoque une vieille superstition, son apparence est résolument contemporaine. Que les attaques soient réelles ou inventées importe peu. Le fait que l'histoire se répande si rapidement et que tant de personnes y croient révèle l'anxiété qui ronge la société victorienne.
Avec ses griffes de métal et sa gueule crachant le feu, Jack Talon à ressort est l'obscure personnification de ce nouveau monde industriel et urbain. Un nouveau démon dissimulé parmi la foule anonyme de la ville. On devait avoir l'impression de vivre en enfer. La nuit, les feux et la fumée des briqueteries étaient visibles à des kilomètres. Comment ne pas penser que c'était une sorte de culte du démon moderne? Ce personnage qui peut disparaître d'un bond ressemble au diable. Parfois il est squelettique, d'autres fois il a les yeux flamboyants, mais il possède également les attributs du héros gothique. Il est habillé comme un gentleman, il porte une longue cape. Il est clair qu'il est né des obsessions et des angoisses du monde victorien. On devait considérer Jack Talon à ressort comme l'émanation de la révolution industrielle, de la noirceur, du smog et du brouillard terrible qui avaient recouvert le pays. Même les arbres avaient noirci. C'est la légende urbaine idéale pour l'époque victorienne. C'est un criminel surnaturel. On ne sait pas quand il va surgir, il s'attaque aux plus faibles. Mais si on lit ça dans une brochure ou un journal, ou si on le voit sur scène, on ne risque rien. Trois jours de tournoi furent offerts pour célébrer les noces de la princesse. La foule poussa une ovation quand les joutes débutèrent. Mais dans la loge royale, aux côtés de son futur époux, Liliane ne parvenait pas à sourire. Derrière la barrière de la lice, le malheureux Roswell ne prêtait pas plus attention au spectacle. Lorsque les joutes prirent fin, les vainqueurs firent un tour d'honneur. La coutume voulait qu'ils s'inclinent devant la loge royale, mais pas ce jour-là. Les trois chevaliers ignorèrent l'imposteur et se dirigèrent de l'autre côté de la lice. Là, parmi les gens du commun, ils découvrirent Roswell et c'est devant lui qu'ils s'inclinèrent. Le jeune prince était stupéfait, jusqu'au moment où les chevaliers retirèrent leurs casques. C'étaient les trois nobles qu'il avait libérés du donjon de son père. Ils dénoncèrent l'imposteur dans la loge royale et proclamèrent Roswell prince légitime. « Arrêtez-les !» s'écria l'intendant, mais personne ne bougea. « Arrêtez-les !» Plus il s'époumonnait, moins il avait l'air d'un prince. Au lieu d'un mariage fastueux, il eut droit à une mort de traître. Sa tête fut fichée sur une pique au-dessus des portes de la ville. Roswell recouvra son titre royal et épousa Liliane. Le royaume heureux dont ils héritèrent vécut dans la paix et la justice jusqu'à la fin de leurs jours. Tirée d'un folklore plus ancien, l'histoire de Roswell a connu une grande popularité dans l'Angleterre et l'Écosse du XVIe siècle. C'est un conte d'ordre social ébranlé, puis restauré. Une proposition que beaucoup trouvaient séduisante à une époque d'agitation religieuse et d'incertitude. Car le changement est souvent effrayant. Excessif, et la société se déchire, trop léger, et elle se délite. Dans les périodes de mutation, les légendes offrent un roc auquel se raccrocher ou un outil pour explorer. Elles peuvent rappeler un passé commun ou la vision d'un avenir possible. Les meilleurs sont gravés dans notre mémoire depuis des siècles. Ces contes reflètent des tensions sociales qui n'ont pas totalement disparu. Nous continuons à nous débattre dans nos contradictions, mais comme cela a toujours été le cas, c'est dans les histoires que nous aimons, les légendes auxquelles nous croyons et les mythes que nous transmettons, que ces contradictions sont discutées et nos valeurs mises à l'épreuve.